Bonjour et bienvenue les acharnés du WRC. On se retrouve avec Guillaume. Alors, pour pas vous le cacher, on a fait un peu avec Guillaume une saison à la Sébastien Ogier, une demi-saison. Et puis la seconde partie, on s'est mis un petit peu en dilettante. Non, plus sérieusement, on avait un petit peu des plannings, surtout Guillaume de fou, moi aussi, des projets entre temps. Surtout moi, un gros projet, donc ça fait que j'ai pas pu être trop présent. Guillaume aussi. Mais c'est un vrai plaisir de se retrouver. On va essayer de faire quelques vidéos pendant l'intersaison avant de renclencher la prochaine saison. Avant toute chose, la question traditionnelle, quel temps fais-tu de ton côté dans ton pays, ton superbe pays, et comment vas-tu? Bah écoute, ravi de te retrouver Fabien. C'est vrai que ça fait très très longtemps et l'analogie avec la saison de Sébastien Ogier est quand même plutôt bien trouvée parce que on a quand même fait une grosse partie de la saison avec quelques rallyes loupés, mais assez peu en proportion, on va dire. En tout cas, ravi de te retrouver, ravi de retrouver aussi nos auditeurs, les personnes qui nous visionnent sur YouTube. Niveau météo, je dirais que c'est dans la saison, il fait pas très chaud, on a du soleil, des éclaircies, un petit peu de brouillard de temps en temps, mais en tout cas, je ne sais pas si tu as pu suivre, on a vécu une très belle Saint-Élion là, le week-end dernier, donc la course mythique de trail entre Saint-Étienne et Lyon. Et en tout cas, voilà, ça a mis là aussi un point d'orgue à la plupart des saisons des coureurs et coureuses. Donc voilà, c'était une belle analogie aussi. Alors, on va revenir sur cette émission essentiellement sur la fin de saison du WRC, le rallye du Japon. Pour se remettre dans le bain, je vais quand même t'énumérer le classement du rallye du Japon qui est bon, pas anecdotique, parce qu'il a décidé quand même du titre pilote et constructeur. Victoire Delphine Evans, seconde place de Sébastien Ogier, troisième Adrien Fourmeau, quatrième Katsuta, cinquième Munster, sixième Neuville, septième Griazine, huitième Pajari, neuvième un japonais, Hiroki, et dixième Gus Greensmith. Euh, Globalement, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce rallye du Japon? On va dire les enseignements principaux, très clairement, c'est ceux que tout le monde a pu voir, hein. Le titre pour Thierry Neuville et Martin Veidegue, le titre constructeur pour Toyota, et puis le titre WRC2 pour Sami Pajari. Depuis, on a eu aussi l'officialisation du programme justement Toyota et de Pajari en WRC1 l'année prochaine. Les gros enseignements, c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé du côté de Hyundai pour arriver à perdre le titre constructeur qui était aussi bien engagé à la fois avant le rallye et pendant le rallye. Et puis le deuxième enseignement, je dirais que Toyota paye un peu son choix de pilote à temps partiel, en n'ayant pas pu se battre pour ce titre pilote justement sur cette dernière manche. On n'avait pas fait le débrief des manches précédentes, mais on savait déjà en arrivant que ça allait être soit Tanak, soit Neuville qui allait être champion du monde, et donc pour la première fois un pilote Hyundai champion du monde sur sa monture. Pour la Belgique, c'est un titre qui est attendu depuis de nombreuses années. Il est dans la lignée des grands pilotes qui ont été Thierry, Peter Schoon, Peter Schoon, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a beaucoup d'autres pilotes qui ont été, j'ai l'impression que c'est un juste retour pour ce pays de rallye. Tu m'entends bien au niveau du son? Ouais, mais je t'entends très Ok, très bien. Il n'y a, super, il y a super. aucun souci. Et effectivement, tu as tout à fait raison, hein. C'est un juste retour des choses pour ce pays qui est passionné de rallye, qui a fourni de très grands pilotes qui ont, je ne sais pas si c'est qu'ils avaient pas les moyens d'atteindre leurs ambitions, mais tu as mentionné Peter Chun, on peut penser à Freddy Loax, on peut penser à, à d'autres que François j'avais. Duval? François Duval, tout à fait. François Duval, qui là, pour le coup, était un vrai talentueux, mais peut-être et certainement pas assez travailleur pour arriver à ses fins. Là, pour le coup, Thierry Neuville, c'est l'éloge du travail, de la patience, de mettre les choses bout à bout, petit à petit. Quand les choses ne faisaient pas forcément, n'allaient pas forcément dans le bon sens, de savoir mettre un peu d'eau dans son vin, de savoir accepter des critiques.
voilà, je suis pas, j'allais dire, le plus grand fan. En tout cas, enfin voilà, j'ai aucun a priori par rapport à Thierry, par rapport à la Belgique ou quoi que ce soit. Mais non, ouais, j'allais dire, c'est mérité pour l'ensemble de son œuvre. D'accord. On va revenir sur le rallye du Japon. On va y aller équipe par équipe. Plus globalement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette épreuve qui t'est assez éloignée, qui, comme chaque année, est en décalage, c'est pas facile de la suivre. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est toujours un petit peu bizarre ce rallye, c'est un petit peu en fin de saison, on a du mal à suivre. Qu'est-ce que toi tu en as pensé? Moi perso, j'adore l'asphalte, mais c'est peut-être le rallye que j'apprécie le moins dans le calendrier. Oui, ben c'est sûr que c'est un rallye qui est complètement atypique de par son positionnement géographique, le décalage horaire. C'est vrai que c'est compliqué à suivre. Soit il faut se coucher très très tard, soit se lever très très tôt. Et encore, enfin, quand on travaille, c'est très compliqué de pouvoir matcher avec les horaires des spéciales. Je dirais que oui, c'est un peu comme quand la saison elle se finissait une fois ou deux en Australie. Pour nous, les Européens, bah, c'est compliqué de suivre et de s'intéresser vraiment parce que voilà, il y a trop de décalage. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément un engouement aussi important qu'on pourrait l'espérer parce que, bah, mine de rien, à part gros cataclysme, on savait quand même que Thierry Neuville avait une très très forte probabilité d'être champion du monde. Là où ça a été beaucoup plus fluctuant, c'est sur le titre constructeur, et où on a cru au début que ça allait être une promenade de santé pour Hyundai, et puis petit à petit on s'est rendu compte avec l'accident de Mikkelsen que finalement ça allait être un petit peu plus compliqué. Après les problèmes de turbo de Thierry, c'était même l'inverse un peu. D'abord les problèmes de turbo, après la sortie de Mikkelsen, ont Mm. fait que ça a commencé à se remettre un peu en jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que Toyota était quand même maître de son destin. S'ils marquaient tous les points possibles, ils étaient champions du monde, quels que soient les résultats des Hyundai. Donc ça a remis un petit peu de piment sur les deux dernières journées. Et puis, mais bon, comme tu le dis, en live, c'était compliqué à suivre. Donc c'est pour ça qu'en débriefé à froid, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut analyser les différentes situations, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à l'instant T, on n'a pas justement ce recul et donc on ne peut pas se permettre de critiquer telle ou telle décision parce que à ce moment-là, quand elles ont été prises, c'est qu'elles étaient censées être les bonnes. Alors, on va y aller donc équipe par équipe. On va commencer par Toyota. Toyota, j'ai l'impression que c'est un peu, on s'en sort bien. D'accord? C'est un peu le thème que j'ai envie d'aborder chez Toyota parce que franchement, leur choix de début de saison, de faire des demi-saisons, ça s'est pas avéré gagnant pendant longtemps. Ils s'en sortent bien. Mais avant toute chose, j'ai envie de faire un petit clin d'œil chez Toyota pour un jeune pilote qui a beaucoup d'avenir, qui finit 19e. C'est mon clin d'œil de la vidéo, c'est Didier Auriol. Tu le connais ce pilote? Pas Ouais, mal, hein? je le connais un peu, et puis je connais son copilote qui d'ailleurs n'était Ouais. pas dans le baquet de droite cette fois, hein. Il était Hmm. dans le baquet de gauche, Denis Giraudet, puisqu'ils avaient la Toyota avec la conduite à droite. Donc ouais, ouais, un joli clin d'œil, une belle victoire de catégorie aussi pour Didier et Denis, quoi, 30 ans après leur titre. Enfin, pas le titre pour Denis, malheureusement, mais en tout cas le titre de Didier Auriol qui restera à jamais le premier champion du monde français en rallye. Il a ouvert la voie. Allez, maintenant on parle de Toyota. Dis-moi, toi, ce que tu en pensais. Bon, Elfyn Evans, il gagne le rallye qu'il faut gagner. Ogier, ben, il assure la seconde place. Qu'est-ce que tu as pensé globalement du rallye, un petit peu de la saison de Toyota? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'ils s'en sortent bien. Hmm. Que pour moi, c'est quand même mérité qu'ils soient champions du monde, dans le sens où ils ont gagné deux fois plus de rallyes que Hyundai, il Ouais. me semble, et que là, pour le coup, c'est vraiment on va dire le barème de points, les nouvelles attributions pardon, qui ont favorisé Hyundai dans la quête du titre entre les Super Sunday qui ont rapporté énormément de points aux pilotes Hyundai parce que avec les boulettes qu'il y avait eu ou les abandons qu'il y avait eu les journées précédentes, eux pouvaient être à fond alors que les pilotes Toyota le dimanche avait un peu plus levé un peu plus le pied pour consolider leur victoire. On pense notamment à des Calero Pera ou Sébastien Ogier, qui en plus
Et là, pour le coup, c'est la faute de Toyota, hein, mais ne jouant pas le titre pilote à la fin de la saison, c'est vrai que le dimanche, eux, pour le coup, ils avaient absolument rien à jouer quand ils étaient en tête du rallye. Eux, ils allaient chercher la victoire au final, et ils n'avaient pas de risque à prendre comparé à des Haute Tanak qui, je ne sais même plus combien de points ont été marqués le dimanche, et Thierry Neuville de la même manière. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est quand même mérité. Mais ils s'en sortent très très bien, oui, sur le déroulé de l'épreuve. Je dirais une saison à la hauteur des espérances de Toyota, pas plus, pas moins, pas éclatant non plus et pas dominatrice comme ils ont pu l'être par le passé. Mais suffisamment performant et solide pour aller chercher ce titre qui leur a été un peu offert par Hyundai au final. On va passer à Hyundai. Est-ce que tu ne penses pas que Hyundai, ça a été un petit peu l'échec de la troisième voiture? Tu me disais une fois en off, l'API ne roule pas assez pour être performant. Est-ce que ce n'est pas l'échec d'un système qui veut se mettre dans des voitures maintenant autant performantes, autant pointues? Est-ce que ce n'est pas l'échec de cette stratégie-là de dire, voilà, on va prendre des pilotes qui vont faire 1 ou 2 rallyes, qui ne vont pas rouler pendant 3-4 mois, puis ils vont revenir? On a vu quand même, ça a été très compliqué pour l'API, qui n'est pas un lapin de Garenne de 3 semaines. Ça a été très compliqué pour Mikkelsen. Sordo aussi a eu du mal sur certaines épreuves. Est-ce que c'est pas la fin de ce système-là d'une troisième voiture en alternance? Bien sûr que si, en tout cas l'alternance à 3, ça on en a parlé toute la saison. Pour moi, dès le début, ça a été je sais pas si je me permettrai pas de dire une bêtise parce qu'encore une fois, on n'est pas dans les arcanes du système, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit et qu'est-ce qui avait été signé, etc. Mais d'avoir 3 pilotes sur une saison qui compte aussi peu de rallyes, on va dire, même si tu fais une répartition équitable, ça fait trop peu de manches les uns pour les autres. Et en plus, avec des répartitions en termes de surface qui étaient vraiment étranges, de voir Sordo autant sur la terre et de voir Mikkelsen autant sur l'asphalte, que ce soit au Monte-Carlo, en Croatie, il me semble, et là ou en Europe centrale et au Japon, c'est quand même un peu incompréhensible. Moi, je l'adore, Andreas, hein, tu le sais, j'ai énormément d'affinité avec lui, j'ai bossé avec lui pendant de nombreuses années, mais et de le voir finir au Japon et être autant en difficulté, je dirais, c'est pas lui faire honneur, et lui il s'est mis une pression aussi démentielle pour aider le constructeur à être champion, mais dans un environnement qui n'est pas son environnement de prédilection. Alors pourquoi ne pas avoir pris Sordo qui pour le coup lui aurait été capable de ramener des gros points, et je dirais sur les 3 pilotes, c'est plutôt lui qui a encore tiré son épingle du jeu parce qu'à chaque fois qu'il est sorti, il a marqué des gros points et il a été présent pour marquer des points. Donc je pense que des leçons vont en être tirées, et puis en plus, je dirais la question elle se pose presque même pas parce que vu la tournure qu'il va y avoir l'année prochaine avec la suppression de l'hybride, avec les 4 voitures obligatoires pour chaque constructeur, ça va quand même offrir beaucoup plus de possibilités et même des obligations de mettre des pilotes à plein temps. Mais tu sais, je pense que en plus c'était Mikkelsen, c'est un pilote quand même assez fiable, hein. C'est pas anodin quand même qu'il soit autant sorti cette année, tout comme Lapie. Bon, Lapie fait un petit peu des erreurs, mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup sortis. Je pense que c'est pas une défaillance du pilote, c'est juste une défaillance du fait qu'ils n'étaient pas dans l'auto, qu'il faut emmagasiner beaucoup de kilomètres dans ces autos pour être performant et surtout fiable. C'est ça, hein. Ah oui, mais c'est ça. De toute façon, on l'a bien vu, hein. Et puis même, et c'est encore la problématique qu'on a mentionnée à je ne sais combien de reprises pour les jeunes qui arrivent, c'est qu'il faut des kilomètres dans ces voitures. Il faut avoir du rythme, il faut avoir de la constance, il faut être en confiance avec ces voitures, avec l'aéro qu'elles offrent. C'est pas quelque chose qui est inné comme ça et que tu peux avoir sur des voitures de série ou même sur les rallyes 3, les rallyes 2. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ces rallyens. L'appui que ce qui a apporté, c'est juste énorme. Donc,
ça s'apprend pas et ça s'apprivoise pas en quelques spéciales. Il faut du temps et il faut répéter ces gammes. Et quand tu fais un rallye en début de saison et que après tu passes 6 mois sans mettre les fesses dans le baquet et que tu reviens quand ils ont de la chance avec une séance d'essai avant le rallye et ensuite le rallye, c'est pas possible d'être performant sans être à l'extrême limite et avec cette extrême limite, bah, les risques qui sont associés de sortie de route, de crevaison parce que sortie un peu large dans un virage, ou alors d'être complètement hors du rythme si jamais ils mettent un petit peu le haut là. On va parler de M-Sport Ford. Si je te dis troisième en Suède, troisième au Kenya, troisième en Sardaigne, non, ouais, non, en Pologne. Si je te dis troisième en Finlande, troisième au Japon, c'est un petit peu pour moi le pilote de l'année quand même. Et puis, allez, on va pas le cacher, il sera dans la voiture derrière toi l'année prochaine. Ah, bah ça, écoute, ça n'a pas été officialisé, hein, mais j'ai Ouais. tendance à dire que plus ça traîne et moins c'est bon signe pour M-Sport. Et effectivement, bon, tu parles d'Adrien Fourmeau et Ouais. d'Alexandre Correa, hein, bien évidemment, nos Français qui ont brillé, oui, sur la Ford Puma de chez M-Sport, avec encore un très très beau podium, ce qui fait qu'ils ont fait des podiums sur absolument toutes les surfaces cette année. Euh, Pilote de l'année, j'irai peut-être pas jusque-là quand même, Ben, mais en alors, tout cas, je c'est me permets de te pas une couper. révélation non plus. Ouais. Non, mais je me permets de te couper parce que alors ça a été un gros débat au bord des routes avec mes potes. Tu sais, on parle toujours et ils m'ont fait changer d'avis parce que moi au départ je disais ouais mais bon quand même il a un peu rattrapé les morts sur chaque rallye comme tu dis toi tu sais dans les marathons avec les sorties tout ça mais avec le matériel qu'il avait quand même monter autant de temps de fois sur le podium faire aussi peu d'erreurs fallait quand même le faire. Oui, il fallait le faire, mais quand tu regardes le chrono et la différence de temps, voilà, là le Oui, podium au Japon, oui, il fait podium, mais à combien de minutes ah oui du oui. vainqueur? Ogier, il est quand même devant lui à la régulière en ayant crevé, en ayant perdu 2 minutes 30. Donc, euh, Ouais mais le mais matos c'est pas le même quand même. non, 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 mais bien sûr, mais j'enlève absolument rien à sa performance. Et encore une fois, je te dis, j'allais parler de révélation, et c'est pas une révélation parce qu'on connaissait son talent, mais c'est une vraie confirmation, en tout cas. Et je dirais que M-Sport est vraiment coutumier du fait d'avoir des pilotes qui arrivent, on considère que c'est des pépites, ils sont sur le point d'éclore, et puis après ils font tellement de boulettes qu'on les rétrograde un petit peu, et puis après ils reviennent par la petite porte, et puis ils regrandissent. Enfin, tu vois, Tanak, c'en est l'exemple, Evans, c'en est l'exemple. Et là, Fourmeau, c'est encore la même chose. Donc, et on peut évoquer Craig Breen aussi, malheureusement. Mais donc c'est pour ça que c'est pas forcément étonnant de là à dire pilote de l'année. Non, je pense pas, parce qu'en termes de performance pure et de résultats, vraiment, une deuxième place, ça aurait été bien. Une victoire, ça aurait été encore mieux. Mais oui, oui, hein, vraiment une très très grosse performance d'Adrien Fourmeau et d'Alexandre Correa sur cette saison. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Bah, je suis d'accord avec toi, il y a quand même 90% de chances que ce soit sur une Hyundai. Après, est-ce que c'est le bon choix pour eux? Ça, l'avenir le dira. En tout cas, en termes de performance pure, je pense que oui. Est-ce qu'ils auront le droit de se battre pour des podiums, pour des victoires? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter rapidement à la Hyundai, chose que quasiment personne n'a su faire à part Thierry Neuville? Je ne sais pas non plus. Donc on va voir. Et puis la grosse question, ça va être l'adaptation de ces voitures, hein, à l'absence de système hybride, Mm. à une hybride de turbo plus grosse, et puis aux nouveaux pneus qui vont arriver aussi. Donc mine de rien, en 2025, il va y avoir beaucoup de changements, et ça promet de peut-être de rebattre les cartes. Je suis pas certain, tu vois, que M-Sport soit autant j'allais dire à la rue, autant décroché plutôt l'année prochaine que cette année. Parce qu'avec toutes ces modifications-là, peut-être qu'eux, ils ont un peu plus de souplesse pour travailler, pour avoir des bonnes idées. À voir.
Puis tu sais, moi j'ai un copain, parce qu'on discutait donc de son sujet, il y a un élément dont personne ne parle, c'est toujours le vieux serpent de mer tu sais, de Hyundai. Quid de 2026 aussi de Hyundai? Ah bah, c'est plus enfin, c'est un peu moins qu'un serpent. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que tu as vu aujourd'hui les annonces L'annonce? qui ont été faites, Ouais, ouais. à la fois en montrant les premiers visuels du prototype LMH qui va être réalisé donc bah, pour ceux qui suivent en endurance, puisque Hyundai va s'engager en championnat du monde d'endurance et donc pour les 24 heures du Mans notamment avec la marque Genesis et Cyril Abitboul bah, sera le team principal et le responsable de ce programme-là. On sait, et c'est pas caché non plus, qu'il y a des grosses restructurations qui sont en train d'être réalisées, que le programme endurance va être largement prioritaire s'il y a encore un programme rallye. Donc moi, tu vois, de ce que j'entendais récemment, c'est plutôt qu'il y aurait un abandon complet de manière officielle du programme en 2026 et possiblement plutôt confié à une structure un peu Oui. privée pour continuer à faire rouler ces rallyes 1 sous couvert qu'il y ait encore, qu'il n'y ait pas de changement au niveau de la motorisation, de l'hybridation, etc. et qu'on reste bien comme en 2025. Mais la question, elle se pose derrière pour 2027, puisque la nouvelle réglementation, elle est plutôt censée arriver en 2027. Donc, avec le développement d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle motorisation, etc. Et là, est-ce que Hyundai va vouloir continuer à investir ou pas? Je pense que la messe est plutôt dite et malheureusement, elle n'est pas dans le bon sens pour le championnat du monde des rallyes. Non, mais c'est surtout en plus pour Adrien Fourmeau, parce que comme tu sais, un pilote, ça s'inscrit dans la durée. C'est très compliqué d'arriver. Quand on voit Thierry Neuville, ça a été très compliqué de devenir champion du monde. 12 ans, Ah 11 oui, ans, 12 oui, ans, 13 oui. ans. Ouais, C'est oui, oui, ça. oui. C'est sûr que c'est très compliqué et que c'est dans la durée. Mais je ne suis pas certain que chez M-Sport, il aurait eu plus Ah de oui, ça c'est garanties, sûr. hein. Encore une fois, il faut vraiment qu'on le fasse, cet épisode sur l'avenir du WRC. Mais à l'instant T, moi, je le vois très très mal parce que Hyundai, comme je te dis, je les vois pas après 2026. Ford, on voit comment M-Sport met l'accent sur le rallye raid, sur le Dakar, et sur le développement de ces prototypes aussi Les pour, Raptors, ouais. le, pour le désert. Donc, il restera Toyota. Est-ce que Toyota va encore sauver un championnat du monde comme ils l'ont fait avec l'endurance et est-ce qu'ils vont continuer à le faire avec le WRC? Ça, j'en suis pas certain. Est-ce qu'au contraire, en 2027, la FIA et le promoteur vont enfin prendre des décisions drastiques pour dire, OK, maintenant on arrête ce rallye 1, on passe sur du rallye 2, on a déjà tout un panel de voitures qui est existante, on repart pendant un temps sur des écuries plutôt privées. Et puis, on a un beau championnat du monde dans le sens où on a du monde, on a des pilotes talentueux, on a des vraies bagarres sur tous les rallyes et on essaye de réattirer des constructeurs via ce moyen plutôt que d'essayer de mettre les petits plats dans les grands et d'avoir des Mm. motorhomes démentiels comme on a pu voir à Gap pour le Monte-Carlo et comme on voit de partout qui sont juste déconnants, quoi. Pour en revenir à M-Sport, 5e place de Grégoire Munster. Ouais, Peut-être oui, son meilleur rallye. ouais. Cette saison, est-ce que ça mérite selon toi une seconde saison pour ce pilote? Je je saurais pas dire. Tout va dépendre encore une fois de ce que tu mets dans la balance et avec qui Voilà. tu le Est-ce que compares. tu aimerais le revoir une deuxième saison, en fait? Oui, mais pourquoi faire? Oui, pour moi, ça peut être un bon deuxième pilote d'ici Ouais. 2 ans. Je pense que d'ici 2 ans, enfin, tu vois, si on fait des copier-coller des saisons, enfin, je veux dire, dans la structure de la saison, hein, pas dans les performances, mais dans Mhm. la structure de la saison et comment sont organisés les rallyes, etc., je pense que d'ici 2 ans, oui, il peut être un très bon deuxième pilote et il peut être un vrai atout pour M-Sport à marquer des gros points sur pas mal de manches, à condition qu'il puisse avoir un top pilote en pilote numéro 1. Et là, bah, par exemple, on peut imaginer un Oliver Solberg, on parle de Johan Rossel qui pourrait faire des piges aussi sur la Puma Rallye 1 l'année prochaine, on parle d'un Griazine aussi. Voilà, donc
j'allais dire, oui, j'aimerais le revoir l'année prochaine. Je pense qu'il l'a mérité. Hmm. Peut-être plus qu'un Katsuta, tu vois, même pour moi. D'accord. Parce que beaucoup moins expérimenté, avec beaucoup moins de certitude et dans un environnement beaucoup plus incertain que Katsuta chez Toyota, et avec un potentiel qui pour moi est plus intéressant dans son développement. Aujourd'hui, par contre, chez M-Sport, oui, la question, elle va se poser vraiment de qu'est-ce qu'on fait, euh, d'où vont venir les financements, et qui est-ce qu'on va mettre dans la voiture. Mais aujourd'hui, oui, moi je le vois bien rempilé pour une saison complète. Alors, tu vois, par contre, sur Katsuta, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que c'est un peu, on va dire, dans leur culture des Japonais. Tu vois, tu Oui, prends oui, un peu le MotoGP, ils ont un pilote Honda en MotoGP qui est transparent, mais il est là. Et j'ai l'impression que Katsuta, il sera là sur des saisons tant que la relève ne sera pas capable d'être à son niveau. Et je mais pense tout qu'il y à a fait. encore une, deux, voire trois saisons encore en WRC1, Katsuta, même si pour moi, c'est sa saison la plus décevante depuis qu'il est là, quelque part. Décevante en performance par rapport à l'expérience qu'il a. Exactement. Et par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir, parce qu'il a quand Ouais. même eu des coups d'éclat sur toutes les autres saisons qu'il avait pu réaliser. Il avait montré l'année dernière au Japon qu'il était capable aussi d'aller chercher peut-être même une victoire si les circonstances voulaient bien sourire aussi. Donc oui, je suis d'accord avec toi que c'est sa saison sur laquelle on peut être le plus déçu. Et je suis tout à fait aussi d'accord avec toi sur le fait que bah, c'est la politique de Toyota. On le voit en endurance, il y a toujours un pilote japonais Ouais. qui est membre du trio de pilotes et quasiment tout le temps c'est lui qui finit. Ça leur a même coûté une victoire aux 24 heures du Mans l'année dernière pour le centenaire, très certainement. Euh, donc oui, je suis d'accord qu'il va très certainement avoir sa chance encore l'année prochaine. Par contre, on a vu aussi que derrière, il y a une relève avec le petit Arai qui est plutôt pas mal et qui pourrait potentiellement être testé aussi sur une ou l'autre des manches et qui, avec un peu plus d'expérience, pourrait arriver à prendre sa place. Ouais, il finit neuvième d'ailleurs. Ouais, ouais, donc je saurais pas trop dire. Après, si c'est effectivement la politique et qu'il n'y a absolument aucune discussion de possible pour bah, de toute façon, il a été Écoutez, officialisé, donc la question elle se pose pas. Il va avoir sa saison complète. oui, Pajarri oui. va avoir sa saison complète aussi, et c'est très bien comme ça. Comme je te dis, c'est un peu comme Munster. Il prend pas la place d'un autre pilote aujourd'hui. Euh, donc bon, tant mieux pour lui. On va voir ce que ça donne. Mais comme on en discutait, je le vois pas comme un, un potentiel candidat au podium sans, sans circonstances particulières sur n'importe quel des rallyes en fait. Moi, en fait, moi j'ai l'impression il a un petit peu atteint ses limites. Hmm. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. S'il veut être vraiment performant, il est trop à la limite et ça fait des erreurs. Et s'il veut être exempt de toute erreur, il n'a pas la perfo pour briguer un podium à la régulière. Un top 5, très clairement, oui. Ça, il y a aucun souci. Aller chercher un podium, comme tu le disais, en ramassant un peu les miettes, oui, très clairement aussi. Et peut-être que c'est ce qu'il doit faire, mais c'est pas sa manière d'être et c'est pas ce dans quoi il se fait plaisir, je pense. Mais s'il fait une saison complète à attendre, à faire ce qu'il faut et à rester sur la route 100% du temps, bah oui, oui, je pense qu'il va avoir 4-5 podiums sur la saison. Alors, avant de passer à mon coup de gueule, alors mon coup de gueule, je vais rester quand même parce que c'est pas bon pour ma tension, mais je vais quand même y aller, on en parlera après. J'aimerais que tu me donnes un avis sur un autre pilote Toyota aussi, où j'ai du mal à juger sa saison. Il gagne le dernier rallye, mais Elfyn Evans, quand même, j'ai du mal à juger sa saison. Je sais pas quoi en penser, en fait. C'est ce qu'on s'est dit toute l'année par rapport à Elfyn Evans. C'est du ni-ni, c'est du un coup bien, un coup moins bien, du denti vraiment tout le temps.
et même dans un rallye en lui-même, hein, des journées qui sont juste magnifiques et très très performantes, et puis le lendemain, un écroulement de ses performances. Alors, j'ai une question à te poser. Toi, au technicien que tu es, enfin à l'ingénieur que tu es, il y a beaucoup de gens qui disent toujours la même chose. Elfyn Evans, avec les anciennes générations, les anciennes générations de Rallye 1, il était capable de jouer la gagne. Et quand sont arrivées ces nouvelles Rallye 1 hybrides avec des châssis tubulaires, il n'a pu gagner. Est-ce que tu penses qu'un pilote ne peut pas s'adapter à un style de voiture? Est-ce que c'est le cas vraiment pour Elfyn Evans? Et est-ce que ce retour en arrière des Rallye 1 peut lui ouvrir une nouvelle fenêtre de performance? Parce que ça se dit un petit peu de partout que ce pilote n'est jamais arrivé Ah oui. à s'adapter à ces nouvelles voitures. Est-ce que tu penses que c'est possible? Bah, c'est factuel déjà. C'est factuel, même si, encore une fois, la fois où il s'est battu à Monza pour le titre avec Ogier, il ne faut pas oublier que c'était une saison qui était quand même très très particulière, avec très peu de rallyes à la sortie du Covid. Euh, et après, derrière, oui, force est de constater qu'il n'est pas arrivé à maîtriser ces nouvelles voitures. Alors, est-ce que c'est l'hybride? Est-ce que c'est la gestion du boost? Est-ce que c'est l'appui aérodynamique qui lui a posé souci? Est-ce qu'il n'arrive pas justement à débloquer un peu le cerveau et à se dire ouais, bah là je peux passer plus vite parce que l'appui aéro va me permettre d'y aller et d'y aller en sécurité. Ça, seul lui peut y répondre. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il est de plus en plus performant, on va dire, mais que oui, il est toujours un petit peu derrière sur la régularité. C'est une saison qui est assez étrange de sa part, ouais, on aurait aimé vouloir le voir se battre un peu plus à la régulière, mais bon, au final, c'est lui qui finit deuxième du championnat, hein. Oui. Donc c'est pas une mauvaise saison non plus. Il a marqué des points pour Toyota quand il fallait les marquer, et quand les Ogier et des Rovanperä ont fait les boulettes qu'ils ont pu faire pendant toute la saison. On verra l'année prochaine. On verra. Je sais pas me prononcer. Franchement, c'est c'est compliqué. Je vois pas trop en fait ce que l'hybride ou non va pouvoir lui offrir comme possibilité d'amélioration. Je pense que c'est vraiment plutôt dans le comportement aéro de la voiture, sur des performances et des petits dixièmes à aller chercher par-ci par-là, qui font qu'il a été distancé petit à petit par d'autres pilotes qui s'y sont beaucoup mieux adaptés. On en vient à mon coup de gueule. Tu sais qu'il y a eu un deuxième champion du monde au Rallye du Japon, c'est Sami Pajari. Et moi, ce que je Ouais. trouve dommage, c'est que le championnat WRC2, ça a été peut-être le championnat le plus disputé, le plus incertain, le plus magnifique. Moi, j'ai adoré ce championnat. Le problème, c'est que ce championnat est passé sous silence à cause d'un règlement complètement stupide et à cause d'impératifs aussi que après, quand sont passés les rallyes 1, on est obligé de rendre l'antenne. Bref, j'ai l'impression que ce championnat n'est pas au niveau où il devrait l'être parce que j'ai l'impression que c'est une marche vers le rallye 1. Alors, Pajaril y arrive, hein, on parle de Rossen, on parle de Griazine aussi peut-être en rallye 1, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la deuxième division qui permettrait d'aller. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'à limite, il est tellement beau ce championnat qu'on est obligé d'un petit peu l'effacer pour pas que ça fasse trop d'ombre aux rallyans, qui parfois les rallyans sont un petit peu ennuyeuses par certains aspects, certaines stratégies, certaines contraintes. Et j'ai l'impression que ce championnat est plombé par un règlement complètement stupide. Oui, oui, mais là, encore une fois, je peux pas, je peux pas faire Non, non, plus mais qu'abonder c'est dans que ça ton sens. a été peut-être le plus beau championnat jusqu'à la fin, parce qu'ils étaient plusieurs, enfin, tu vois ce que je veux dire, et qu'on n'en a pas entendu parler, qu'on ne voit pas, c'est un peu, enfin, c'est un peu dommage, moi, je trouve. Oui, mais ce qui est le plus dommage, c'est qu'on n'a pas une bataille sur tous les rallyes avec tous les acteurs Exactement. du championnat. Et ça, c'est comme tu le dis, c'est le règlement, c'est comme ça que c'est fait. Les pilotes choisissent un certain nombre de rallyes dans la saison, et donc ils sont potentiellement pas tous au même endroit au même moment. Et ne pas avoir, oui, sur une manche finale, la bagarre entre un Pajarri, entre Oliver Solberg et Johan Rossel, c'est sûr que
Bah, oui, c'est assez dramatique parce que ça fait pas la pub pour le championnat, ça fait pas de la pub pour le rallye, et on arrive encore moins à comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais bon, encore une fois, comme je te le disais, ça fait partie des pistes à explorer, d'imposer, oui, peut-être un certain nombre de manches, ou au moins d'être présent sur la dernière manche. Ça peut être quelque chose d'intéressant aussi, de garder cette alternance et le choix possible, mais d'être au moins obligé d'être présent sur la dernière manche. Il y a plein de pistes à explorer, à discuter. Si ces choix ont été faits, c'est aussi pour assurer un plateau à peu près correct sur différentes manches un peu lointaines qui, qui, qui n'auraient pas tout simplement de voiture de Rallye 2 si jamais il n'y avait pas cette imposition-là. C'est aussi une question de maîtrise des coûts pour que ces pilotes ils puissent faire un championnat et avoir une chance de jouer le championnat tout en ayant un budget à la saison qui soit un peu limité. Donc il y a plein de choses. Pour revenir un peu sur ta problématique de passer du Rallye 2 au Rallye 1, de la deuxième à la première division, je suis aussi d'accord avec toi. Euh, c'est générationnel, c'est un peu comme en Formule 1, tu vois. Pendant des années, il n'y a pas eu de place pour des rookies, et puis là, d'un coup, on se retrouve l'année prochaine avec 4 ou 5 rookies sur la grille de Formule 1. Et avec je ne sais plus combien, les 3 ou 4 derniers champions de Formule 2 qui eux, passent à la trappe, hein. Théo Pourchaire est assez bien placé pour en parler. Euh, donc oui, c'est un peu toujours comme ça, et tant que ce ne sera pas obligatoire, je dirais, et qu'il n'y aura pas un siège réservé pour le vainqueur de la catégorie du dessous pour passer à la catégorie du dessus, bah, c'est sûr que ce sera toujours compliqué, que ce sera comme ça. Mais d'un autre côté, voilà, les gens qui investissent et qui sont présents dans ces championnats-là, c'est pas des mécènes. Comme on en a bien discuté, ils sont pas là pour faire plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. Ils sont là pour vendre des voitures le lundi et en faire la promotion de la meilleure des manières du vendredi au dimanche pour le rallye. Donc, en fonction de ça, il faut qu'ils prennent des décisions qui soient les plus cohérentes pour leur management, pour leur board de direction qui, eux, ont les yeux rivés sur les actions du CAC 40 et sur le nombre de voitures qui sont vendues, et qui vont avoir de plus en plus tendance à réduire un peu la voilure de par les résultats financiers des grands groupes qui sont pour le moment pas tous au beau fixe. Alors j'ai envie de te poser la question, c'est pas la question piège hein, de la vidéo, mais celle-là, il faut que je te la pose. Hein. Si je te dis nouveauté dans le WRC version 2024, ça te fait penser à quoi? Nouveauté WRC version 2024. Là, tu vas me poser une Ah, petite colle. J'essaye de on en a réfléchir. parlé, on en a reparlé, tout le monde en a parlé, ça fait un débat faramineux. Allez, si je te dis nouveau système de points, tu Ah gardes oui, ou tu oui. jettes pour Ouais, non, 2025? mais je balance tout de suite. Pourquoi? C'est beaucoup trop compliqué, mais beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et encore, la Power Stage a été l'apogée de cette complexité et j'allais dire de cette bêtise. Enfin, tu te rends compte que c'est même Ogier qui vient expliquer aux journalistes qu'il faut quand même attendre que Evans finisse la spéciale, parce que si jamais il finit pas la spéciale, il marque pas les points du samedi, et donc on ne sait pas si Toyota a 7 points, nanani, nanana. Enfin, tu vois, Mmh. c'est dramatique. Hyundai, le samedi, ils font abandonner Andreas Mikkelsen. Parce que ils savent qu'ils vont plus marquer de points sur la journée. L'après-midi, voilà, ils font ne pas faire l'après-midi parce que ils veulent sauvegarder la voiture, l'avoir la plus performante possible pour le lendemain. Et puis surtout, ce qu'on n'a pas trop dit, c'est qu'ils voulaient aussi que Andreas il puisse passer son après-midi à faire les vidéos et à visionner toutes les spéciales du lendemain pour être au top du top et aller chercher tous les points qu'il fallait. D'accord. Mais en faisant ça, à l'instant T, c'est ce que je
Je te disais tout à l'heure, à l'instant T, ça paraît une décision qui est complètement cohérente. Voilà, bon, c'est comme ça. Sauf que le dimanche, Tanak abandonne, il marque pas les points du samedi, donc tout le monde remonte dans la hiérarchie, et plutôt que ce soit Tanak qui marque des points et Neuville, eh ben, ça aurait été Neuville et Mikkelsen. Mikkelsen marquait 6 points du samedi, qu'il n'a pas marqué puisqu'il a abandonné, et donc Toyota était champion du monde. Oui. Donc tu vois la connerie du truc. Enfin, c'est juste dramatique. C'est illisible au possible. On a eu je ne sais combien de rallyes dans la saison qui ont montré que le vainqueur du rallye n'était pas celui qui avait marqué le plus de points. Et encore, c'est en regardant juste le vainqueur. Parce que après, si tu regardes les deuxième, troisième, quatrième place, qui marque plus de points que l'autre, etc., c'est juste n'importe quoi. Pour le coup, Neuville s'en est très très bien sorti. Et lui, je pense qu'il a été le plus intelligent et que c'est celui qui a compris le plus rapidement possible comment aller chercher des points et comment justement faire l'épicier un peu à la Richard Burns pour aller chercher le titre. Mais c'est juste non, je garde pas du tout. Je garde pas du tout. Et j'espère très, très sincèrement qu'ils vont revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Sans te parler, enfin je sais pas, malheureusement, il faut peut-être faire le deuil de l'époque où on marquait que des points à la fin du rallye et c'était très très bien comme ça parce que le rallye ça reste une discipline d'endurance aussi et sur plusieurs journées. Je suis désolé, c'est pas des sprints parce que sinon on met 5 points, enfin on fait que des power stage et on compte les points comme ça. Ouais. Mais ça pourrait marcher, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais c'est autre chose. Comme est-ce qu'on décide de mettre des points à la fin de chaque journée? Ce serait peut-être un peu plus valorisant et un peu plus intéressant que de faire ce système complètement débile et auquel même nous, les spécialistes, on comprend rien. Alors, essaye de faire comprendre ça à ta copine qui essaye de s'y intéresser parce qu'elle veut te faire plaisir. Tu lui expliques ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Quand on voit que même en Formule 1, ils ont compris que le point du meilleur tour, il fallait y revenir dessus parce que ça créait des incompréhensions et des injustices dingues et que ça pouvait jouer quand même à la fin d'un championnat. Nous, c'est pas un point là qui en plus, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord parce que je sais pas si tu as vu le point en Formule 1, Ricciardo pour sa dernière course, ils lui font chausser 4 balles neuves pour aller chercher le point du meilleur tour. Quoi. Oui. Et puis là, encore une fois, je pense que tout le monde a plutôt suivi, mais c'était l'équipe sœur qui allait piquer un point à la rivale de Red Bull. C'est comme, enfin, d'un autre côté, en rallye, c'est un peu la même chose. Hein. Tu vois, quand Mikkelsen, le samedi matin, justement, ils le font pointer en retard pour que ce soit Neuville qui soit le premier sur la route et qui ouvre la route. Bah voilà, ça c'est jouer avec le règlement. C'est un esprit d'équipe, c'est des stratégies d'équipe. Mais là, le système de points était beaucoup trop aléatoire. J'espère vraiment qu'il va être complètement remis en cause et qu'en attendant de réfléchir à quelque chose de plus intelligent, on reviendra à un système à l'ancienne avec les points le dimanche, les points de la Power Stage, parce que ça, c'était quelque chose quand même qui était plutôt intéressant. Mais moi, je trouve pas qu'on ait eu des dimanches beaucoup plus intéressants et challengeants de par cet artifice qui devait rendre les dimanches on ne peut plus intéressants. Je suis désolé, moi, même en tant que grand passionné, il n'y a pas une seule fois où je suis allé voir le classement du Super Sunday, comme ils l'appellent, au milieu du dimanche matin pour me dire oh, bah tiens, lui, il va marquer 5 points et lui 4. Non. Donc, je pense que personne ne s'en est occupé et c'est juste à la fin où on voyait la bêtise du truc. Mais toi, t'en as pensé quoi du coup? Parce que je fais des monologues, mais c'est vrai que toi, tu me donnes pas trop ton avis sur ta saison en 2024 aussi. Non, mais j'avais envie ce soir d'avoir ton avis. Je suis exactement du même avis que toi sur les points. Moi, il y a un autre point du championnat du monde qui me chiffonne aujourd'hui parce qu'on a vu des passes d'armes assez limite ridicules depuis des années, mais là, ça s'est encore amplifié avec la course au titre pendant 2 ou 3 épreuves. C'est moi qui ouvre, c'est pas toi, je suis devant.
Je suis pas derrière, mais la piste est sale, mais tu l'as plus propre que moi. Bon, bref, c'était des palabres qui en finissaient plus. Moi, il y a un truc qui me. Enfin, ça, c'est en train de tourner au ridicule, c'est le check-down. Le check-down, avant, moi, j'ai connu ça au début des années 2000, où c'était un petit peu la grande messe avant le départ du rallye. Aujourd'hui, il y a un, voire deux passages ridicules. Après, on fait monter les VIP dans les voitures. Moi, je me demande, est-ce que ce fameux check-down, il pourrait pas servir à autre chose, à servir mieux le rallye, et enfin mettre fin à ces palabres de j'ai ouvert la route toute l'année, je suis désavantagé, t'es avantagé, gna 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 gna. On aurait dit une cour d'école. On aurait dit une cour d'école. Ah oui, mais ça, tu prêches un convaincu. Et enfin, moi, si j'avais les clés du camion WRC, il y a pas mal de choses qui changeraient. Et le retour de la spéciale de qualification, effectivement, à la fin du shakedown, pour moi, c'est juste, ça me paraît tellement évident en fait que je comprends pas qu'on remette pas ça en place. Tu laisses le shakedown ouvert pour trois passages. Ils en feront autant qu'ils veulent avec un jeu de pneus. Et puis après, pneus neufs et un passage dans la spéciale du shakedown. Et voilà. Et tu fais une qualification. Le meilleur choisit son ordre de départ pour le lendemain. Et tu descends comme ça jusqu'au 8e, 9e, 10e. Et puis à la fin de la première journée, bah, de la même manière, celui qui est en tête, il choisit son ordre de départ pour le lendemain. Et puis comme ça, tu peux t'adapter aux conditions météo potentielles qui changent. Et tout le monde peut être content. Et puis si tu te loupes en qualification, bah, tu t'es loupé en qualification. En Formule 1, je suis désolé, hein, quand ils sont en Q3, dans le dernier tour, dans les 2 dernières minutes, Hamilton qui fait une boulette il y a 2 grands prix, bah ouais, il part 10e. Et c'est comme ça. Et en Ah rallye, ouais. ça doit être la même chose. Et ça enlèverait toutes ces pérégrinations là qui polluent effectivement, comme tu dis, le championnat. Et puis s'il y en a un qui est meilleur et qui survole la catégorie, et ben c'est comme ça. Verstappen, il l'a fait l'année dernière. Cette année, les autres se sont un peu motivés et ont relevé le gant. Et ben c'est pareil, Ogier, ok, il a dominé pendant des années et des années, et s'il y avait encore ces spéciales de qualification, bah, peut-être qu'il le ferait encore. Mais c'est comme ça. Je suis désolé, on, on doit récompenser le mérite et pas la chance de partir à tel ou tel moment C'est de ça. la spéciale et après de jouer avec les deuxièmes, les troisièmes pilotes. Parce qu'encore une fois, Hyundai, s'ils sont partis sur ce système à trois pilotes, à la base, et je pense que le plus gros intérêt qu'il y avait, c'était d'avoir des pilotes qui avaient très peu de points au classement des constructeurs, des pilotes, et donc à chaque fois partir dans les meilleures places, quel que soit le rallye sur lequel tu étais. Mhm. Parce que tu vois, un troisième pilote, s'il fait 2 bons résultats en début de saison, eh ben, il hypothèque ses chances sur les rallyes terres parce que lui aussi va se retrouver à balayer la route, alors que c'est pas le but pour une troisième voiture. Donc, non, enfin, c'est pareil, c'est beaucoup trop compliqué. Il faut mettre un grand coup de, j'allais dire de balai, mais c'est même pas des nouveautés, c'est des choses qui ont fonctionné dans le passé, sur lesquelles on n'est pas capable de capitaliser et de remettre en place pour justement pérenniser un petit peu l'audience et avoir des gens qui regardent et qui s'intéressent. Mais parce qu'en plus, ça existe déjà, ça existe en ERC, cette fameuse Et oui, spéciale de qualification. Et je pense qu'au niveau médiatique, tout ça, elle serait très intéressante. Tu vois, mais bien sûr. Et bien sûr, et puis la cérémonie aussi, pour ceux qui s'intéressent, de regarder, tu fais une petite cérémonie de départ où les mecs ils viennent positionner leur nom sur le tableau. C'est un truc qui te fait des images, qui te fait un peu parler et qui fait comprendre aux gens l'intérêt ou pas d'être premier ou deuxième sur la route. Euh, et tu racontes une histoire avec ça plutôt que d'avoir des mecs qui se tirent dans les pattes et d'avoir un Sébastien Ogier qui va dire ah bah vous voyez Neuville il s'est pas balayé. Enfin voilà, c'est des gamineries comme tu dis, c'est une cour d'école et je pense qu'on en a tous marre.
Alors, tu sais, moi, bon, bah, j'ai un site, mais je lis ici mes petits camarades et il y a un autre site, pour pas le nommer, Rallye Sport, que je salue, qui fait toujours un débriefing du rallye précédent. Et je trouve que le système est pas mal. Et je vais te poser un petit peu la même question. Un dernier regard sur 2024 avant de se projeter sur 2025 dans une autre émission et sur l'avenir du WRC, parce qu'il faudra qu'on fasse une émission aussi. J'aimerais que tu me donnes très rapidement ton top, ton flop de la saison 2024 et ton nini. Alors, ouais, bah pour le souligner, ouais, c'est vrai que moi aussi j'aime bien le mercredi, je l'attends avec impatience cette rubrique Ah oui. sur Rallye Sport. Euh, J'allais dire, tu me prends vraiment à froid là, mais comme Ah ça, ben c'est le but du jeu, hein. les tops, le Le top, top, le le top. top, un seul top. Ouais. Wow, c'est vraiment compliqué là. J'ai pas envie de laisser trop de blanc, mais qu'est-ce qui me viendra en tête en top? Ouais, je dirais quand même Fourmeau. Je dirais Promo. quand même Fourmeau qui m'a bien plu dans son approche, dans les performances qu'il a pu avoir et dans sa régularité aussi. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec une vraie voiture très performante et sur les premiers rallyes, une carte blanche pour aller chercher, pourquoi pas une première victoire. Bon, Et toi? moi, je te donne le mien, c'est Neuville, parce que moi, très sincèrement, j'y croyais plus. Plus j'y croyais plus. Pas que j'aime le pilote plus qu'un autre, hein, parce que moi, tu vois, mon fan absolu, c'est Gardemeister et notre Belge, hein, c'est Patrick Snyder. C'est pas Neuville, mais bon, voilà, j'aime bien le garçon quand même. Mais moi, j'y croyais plus. Sincèrement, j'y croyais plus. Il va finir Ouais. toujours second. Mais bon, le top, c'est lui, champion du monde. D'accord. Euh, Et ton flop? Vas-y, commence sur le flop, comme ça. le flop, ah, il y a beaucoup de flops hein, quand même. Il y a Ouais, le règlement débile du WRC2, une fois de plus, qui a plombé ce championnat. ouais. Plus que le règlement des points de cette année en WRC. Ça plombe ce championnat et c'est vraiment très dommage parce que ces voitures, en plus, moi, je les vois passer régulièrement parce que je vais voir les rallyes terre, je vais voir les rallyes asphalte. C'est des fabuleuses voitures, hein. Moins que les rallyes 1, mais ça roule quand même très, très vite. C'est magique à voir passer. Ça plombe ce championnat, c'est dommage. Et si on reste plutôt sur de la performance, que ce soit équipe ou pilote, ton flop, c'est plutôt Le quoi? flop, Katsuta. Katsuta. Ouais. Pas Lapi ni Mikkelsen, parce que Katsuta, il avait une saison complète. Mhm. Il a énormément d'expérience maintenant et franchement, il est passé à travers. Même s'il est adorable, hein, il est gentil comme tout, il est gentil à voir aux interviews, il a l'air super sympa. Mais je pense que là, il a atteint vraiment ses limites. Et toi, le flop? Le flop, j'en ai fait tout un palabre juste avant, c'est l'attribution des points. Tu vois, c'est toi qui l'as remis sur la table, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que c'est le plus gros flop de la saison. Et puis je resterai d'accord avec toi sur Katsuta, sur le point de vue perfo. On en attendait plus. Enfin, en tout cas, non, moi j'en attendais pas beaucoup plus, mais en tout cas, on pouvait espérer qu'il y ait encore un petit gap, un petit step de franchi, mais là, non. Et en plus, ouais, c'est dommage parce qu'il est super attachant, il est émouvant dans ses prises de parole, dans les émotions qu'il transmet justement à la fin des spéciales. Mais, euh, mais voilà, il faut pas qu'il prenne le baquet de quelqu'un d'autre, quoi. Et le Nini? Hyundai. Non, le pilote. Pilote. Ah, pilote, Evans. Evans. Et je suis pas capable de te dire si c'est une bonne saison, une mauvaise saison. Il finit deuxième, ça peut paraître très bien. Quelques coups d'éclat sur certains rallyes, mais beaucoup trop de down sur d'autres rallyes. Moi, j'ai pas l'impression de l'avoir vu cette saison en fait. D'accord. Et Moi, je toi? vais pas moi, je vais pas le mettre parce que j'adore ce pilote. Je peux pas le mettre. Moi, je vais le défendre jusqu'à la mort, je le défendrai. Euh, Tanak. Ouais. J'en attendais un petit peu plus. Un tout petit peu C'est plus. c'est vrai qu'on n'a pas parlé on n'a pas du tout parlé bah, justement de ça, de Tanak, de sa sortie au Japon. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que tu, Mais tu penses c'est qu'il est ce le que seul tu dis. responsable de la perte du Non, titre non, de mais Hyundai? Est-ce que non, mais c'est ce que tu dis. C'est qu'en fait, Tanak,
on n'en a pas parlé parce que sa saison, elle n'est pas flamboyante. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'attendais qu'il arrive là et qu'il mette un peu des coups de pied un peu à droite à gauche. Pas qu'il se batte forcément pour le titre, mais plus flamboyant. Moi, j'ai toujours trouvé un petit peu en retrait, ou alors en sortie, ou alors avec des soucis, tu vois. À sa sortie, non, parce que c'est la roulette russe, quoi. Tu as joué le titre. Il joue le titre. C'est la roulette russe. Moi, j'en veux pas là-dessus. Moi, je pense qu'il a perdu le titre bien avant le rallye du Japon, bien avant. Oui, Le rallye oui, du... mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait soi-disant perdre le titre à Hyundai. C'est ça. Et quand tu lis un petit peu tous les commentaires de gens qui s'affolent et qui s'offusquent de voir qu'un pilote, voilà, il a été égoïste jusqu'au bout, il a voulu trop bien faire et espérer que Neuville ait un souci qu'il abandonne pour que lui puisse être champion, alors qu'il avait le titre équipe qui lui tendait les bras. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Alors, alors, Tanak, je suis pas fan du tout. Parce que j'ai eu l'occasion de le croiser plus jeune au rallye du Var. Je t'explique, c'est pas le roi de la blagounette, hein, loin de là. Ah non, oui, c'est sûr. D'accord. Par contre, je vais le défendre. Je te dis un truc. Le mec, il a mis le casque. Mais qu'est-ce qu'il s'en tape du championnat constructeur, honnêtement. Le mec, il a sa chance, il la joue, quoi. Enfin, ça, faut arrêter avec ça. Tu crois l'espace d'une seconde qu'ils pensent à ça, les mecs, dans la voiture? Ah non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, ils sont tous là pour défendre leur bout de gras. N'empêche que d'un autre côté, moi, je peux pas m'empêcher de dire que ça reste quand même des employés. Non, mais Et, alors ça, je suis d'accord. s'ils sont là, c'est quand même parce qu'on leur a donné leur chance et qu'ils ont la chance d'être payés pour ce qu'ils font et de vivre leur rêve à travers ça. Non, mais alors ça, je Donc, suis entièrement d'accord avec toi. Mais je t'arrête de suite. On va prendre l'exemple de la Formule 1. Tu prends un mec comme Verstappen, et tu as vu la dinguerie qu'il est capable de sortir à certains moments, comme aller sortir Norris, parce que les mecs, il a un ego énorme et qu'il veut pas le laisser passer. Mais je pense que pour Tanak, c'est pareil. T'imagines, tu vas lui dire, écoute, Hot, mets-toi de côté, laisse Thierry remporter le titre et rapporte-nous les points. Mais jamais de la vie. Mais ces mecs, ils ont des égos surdimensionnés. Et encore heureux qu'ils ont des égos surdimensionnés. Parce que si ces mecs-là, à la première décision, il se rangeait sagement en tant que Bombo fils, bien sous tout rapport, mais on se ferait chier royalement, honnêtement. et moi, je suis très, très ambivalent sur ce sujet parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, je me mets aussi à la place de l'employeur, encore une fois. Et comme je te le dis, c'est un peu moins romantique que toi, très clairement. Mais je suis le premier à vouloir de la bagarre, à vouloir du spectacle, à vouloir tout ça. Mais d'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher d'être plus rationnel et de me dire que ces mecs-là, s'ils en sont là, c'est grâce à leur employeur, encore une fois. Et qu'il y a un moment, il faut qu'ils sachent aussi quand... voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu as quand même très peu de chance que quelque chose arrive dans ton sens, de savoir te ranger et mettre le collectif un peu plus en avance que ton petit cas personnel. Et c'est dans ce sens-là où moi je regrette vraiment le comportement de Tanak et cette sortie de route. Mais Mmh. encore une fois, je suis personne pour lui dire, pour dire qu'il était absolument à la limite et qu'il est sorti de la route parce qu'il allait chercher les points de ce fameux Super Sunday et en espérant que Neuville ait un problème. Ça, je me permettrai absolument pas de juger ça. La seule chose, c'est que oui, il aurait pu être un peu plus en retrait et assurer le titre pour Hyundai. Ouais, Et là, il passe vraiment pour les dindons de la farce à se dire, ouais, ils ont donné le titre à Toyota. Alors qu'encore une fois, pour moi, c'est pas du tout le cas.
Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, moi, c'est ma philosophie. Tu sais, moi, plus jeune, je suis passionné de rallye depuis des années, des années, des années, tout comme toi. Et j'ai des exemples, moi, qui m'avaient frustré au plus haut point. Et j'étais le premier à gueuler, hein. J'ai l'exemple de Provera qui va geler les positions entre Panizzi et Delecourt, ça gueule. Je suis le premier à gueuler en disant, ouais, c'est pas normal et tout, c'est pas du sport. Il y a aussi le fameux exemple de Jean Todt au Dakar avec sa pièce qui va voilà, ça tombe sur piste et toi, ça tombe sur face et toi. Moi, je suis un amoureux du sport, tu vois. Et alors, c'est pas moi qui casque, hein. Je suis pas le payeur, hein. Moi, je suis spectateur. Mais c'est vrai que du point de vue spectateur, pour la beauté du sport, ben, tu sais quoi, franchement, quand j'ai connecté la télé, je l'ai vu sortir, dans ma tête, je dis, bah voilà, il a joué, il a perdu. Voilà. Et Ouais, ça mais m'aurait fait chier de passer une dernière journée en le voyant rouler, tu vois, le cigare à la portière tranquille et rentrer, laisser Neville rentrer comme ça. Tu vois, il a joué, il a perdu. ouais, ouais, mais d'un autre côté, il aurait joué, il n'aurait pas gagné non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il aurait beau être premier du Super Sunday, premier de la Power Stage, il n'aurait pas été champion quand même. C'est là où, tu vois, ils auraient été à égalité au début du rallye. Euh, Là, j'aurais absolument pas remis en question le truc. Mais, mais là, pour moi, il y avait trop d'enjeux pour Hyundai, pour le trop peu de possibilités que Tanak avait, en fait. Mm. C'est juste ça. Mais bon, encore une fois, hein, on n'est pas grand monde pour pouvoir juger un comportement comme celui-là. Et comme tu l'as dit, seule la bataille est belle. Et oui, il y allait avec panache. Et puis, bah, tant mieux, c'est pas passé cette fois-là. Neuville, il mérite son titre. Vidague aussi. Et puis au final, comme je te l'ai dit, pour moi, Toyota mérite son titre aussi. Donc pour moi, tout est bien qui finit bien. Mais c'est juste que voilà, j'en ai un peu marre de voir des gens qui arrivent à commenter et à dire qu'il est débile, qu'il a été égoïste et machin, alors que chacun a sa propre vision. Et c'est ça le plus important. On est là pour en discuter. Puis tu sais, moi, je pars d'un principe aussi. Moi, je me permettrai jamais de critiquer un pilote bah, sur sa performance, mais de le critiquer en tant qu'humain, parce que je pense que se mettre à leur place à eux, je pense qu'il n'y a aucun de nous qui serait capable de débrancher le cerveau comme ils le font, de prendre des risques comme eux le font. Alors, ils sont payés, je suis d'accord, mais quand même, faut faire ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, si tu as un petit peu d'égoïste en toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je Ah les oui, oui. comprends. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, on a fait 1 heure, un peu plus d'1 heure. Ouais. Prochain rendez-vous. Alors, Eh ben écoute, on essaye de se faire un peu la même chose sur le championnat de France. Ça pourrait être intéressant, non? championnat de France? Ouais. Et on a eu quelques belles manches là pour finir avec les Cévennes qui ont été un peu écourtées, mais surtout le rallye du Var qui a été une belle fête, une belle réussite encore avec une superbe spéciale dans le Mont Faron que tu connais plutôt bien. Et non, je pense que ça pourrait être intéressant. Et bah, on va demander justement à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, s'ils veulent qu'on se fasse un petit débrief là, de cette saison de championnat de France et qu'on en rediscute un petit peu aussi avec eux. Alors, ce qu'on fait, on fait le championnat de France, d'accord? Après, on fera une émission sur le devenir du WRC, où là, il faudra qu'on se calme, il faudra qu'on prenne des calmants avant. Ouais. L'émission du championnat de France, tu feras l'asphalte et je ferai la terre, ok? Ah bah oui, volontiers, parce que là, moi, autant te dire que niveau terre, je suis pas le plus assidu sur le championnat de France, malheureusement. J'adore Mais ça. en tout cas, ouais, ouais, ouais. J'adore ça, j'adore ça. J'adore ce championnat. Je suis allé voir plusieurs rallyes cette année, je me suis éclaté. En parlant du Pharaon, tu sortiras tes petites fiches. D'ailleurs, si certaines personnes nous écoutent, tu savais qu'au départ du Rallye du Var, il y avait des pilotes qui avaient déjà fait le Pharaon. Bah, quand tu regardes la liste des engagés du Rallye du Var, oui, j'imagine que peut-être un Beaufray ou Bravo, ouais, bravo. elle avait déjà dû le faire. Ouais. Pas que lui, pas que lui. Il y avait quand même une petite flopée de pilotes qui ont vu, qui avaient déjà fait cette fabuleuse spéciale. Ouais, Voilà. d'accord. Bon, Bon, bah, on aura l'occasion d'en parler. Et puis ça juste avant de marche. finir, tu vois, on Oui, parle du Rallye du Var. Un petit clin d'œil, comme tu le sais, hein, pour Auto Mini Racing, ouais. la fameuse Hyundai
du Monte-Carlo de Nicolas Siamin. Si vous n'avez pas regardé notre entretien qu'on avait eu l'occasion de faire avec lui, n'hésitez pas à aller le voir. Il s'était confié. J'espère vraiment pour lui que l'année prochaine, un programme va pouvoir se monter. En tout cas, voilà, ça me tient à cœur de vous montrer cette belle Hyundai du team de ces compétitions. Et puis aussi, comme tu le sais, on travaille pas mal aussi avec certains de nos généreux fournisseurs. Et donc là, je voulais mettre en avant un petit peu le dernier travail de DMS Production, donc Florent Domas, qui nous a fait parvenir une magnifique planche de décalcomanie pour réaliser, là tu vois, là, on me demande souvent, mais c'est la Clio de Pierre Lafay au Monte Carlo. Donc non, c'est pas de ma famille, je ne connais pas plus que ça personnellement, mais en tout cas, il avait fait une très belle course au Monte Carlo. Et puis pour continuer sur les nouveautés, et puis on aura l'occasion d'en discuter justement. Tu vois, Sarah Rumeau, Julien Blard, de la même manière, une miniature qui va bientôt arriver chez. Alors j'ai un peu de mal avec la caméra pour vous montrer, voilà, mais bon, à retrouver sur le site internet, sur la page Facebook, sur Instagram de DMS Prod. Il fait vraiment un travail fabuleux et on a hâte de monter ces miniatures pour pouvoir les exposer avec un projet qui commence à vraiment prendre forme. Donc j'espère qu'en 2025 aussi, on aura une très très bonne nouvelle à annoncer dès le début d'année. Je te spoil un peu parce que Sarah Rumeau, ça va être l'un de mes coups de cœur du championnat de France parce que moi je l'ai vu sur asphalte et sur la terre. Sur la terre, elle m'a envoyé du rêve. Ça a été, voilà, c'est pour franchement, comme elle conduit, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et bon, on sera d'accord sur ça alors. Allez, on se dit à très bientôt. Ouais, à très vite. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à poser vos questions, à réagir un peu sur les différents sujets qu'on a mentionnés. Vous l'avez vu, on essaye d'être assez réactif et de dialoguer avec vous sur les commentaires. Donc, lâchez votre petit like, partagez la vidéo avec ceux que vous pensez pouvoir être intéressés par tout ça. Et puis donnez-nous un peu de la force et dites-nous quels sont les sujets championnat de France que vous voudriez qu'on aborde dans le prochain épisode. Championnat de France, il y a beaucoup à dire. Hein. Ça va durer longtemps. Oui. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée et bonne soirée à toutes et à tous. Ciao.